dans le cadre de la surveillance épidémiologique, le Sénégal a eu à notifier ces dernières semaines des cas confirmés de fièvre hémorragique Crimée-Congo. Je rappelle, le Sénégal, dans le cadre de ce qu'on appelle la surveillance intégrée des maladies et de la riposte, a mis en place un dispositif de surveillance sentinelle qui est dans toutes les régions et qui nous permet de collecter l'ensemble des données hebdomadaires de la surveillance. C'est dans ce cadre qu'on a eu à notifier ces cas. Et pour rappel, cette année 2022, on est à notre 4e cas confirmé de fièvre hémorragique Crimée-Congo. Au mois de février déjà, il y avait un cas qui a été notifié dans la région de Tambacounda, au niveau du département de Koupentoum. Ce cas a été bien pris en charge, traité et guéri. Aussi, au mois de mai de la même année 2022, un autre cas a été confirmé dans la région de Matam. Ce cas aussi a été investigué, traité et guéri. Et récemment, on a un foyer chaud parce qu'il y a la présence de 2 cas confirmés de fièvre hémorragique Crimée-Congo dans la région de Saint-Louis, dans le département de Podor. Et parmi ces 2 cas, malheureusement, il y a un décès. Et les investigations aussi ont montré que le virus est en train de circuler parce que les prélèvements ont été effectués au niveau du cheptel, qui pour certains sont revenus positifs, mais aussi les prélèvements ont été effectués au niveau du vecteur, qui est une sorte de tique qui transmet la maladie. Et là aussi, on a vu que le virus est en train de circuler. Et quand on dit fièvre hémorragique Crimée-Congo, on dit que c'est une fièvre hémorragique virale parce que dans les manifestations, il peut y avoir des formes hémorragiques, mais aussi c'est une zoonose. Et qui dit zoonose dit la transmission de la maladie de l'animal à l'homme. Donc ce qui fait que c'est une maladie particulière et c'est une maladie aussi dangereuse. Et ça fait partie des maladies ciblées par la surveillance épidémiologique du fait de leur potentiel, n'est-ce pas, à se propager et à déclencher des épidémies. Aujourd'hui, avec les habitudes, les gens sont en train d'élever, n'est-ce pas, du bétail chez eux, et ça renforce en tout cas le contact étroit entre l'homme et l'animal. À part le Crimée-Congo, il y a d'autres maladies qui peuvent être transmises, n'est-ce pas, de l'animal à l'homme. Mais restons-en sur le Crimée-Congo pour dire que c'est par l'intermédiaire, n'est-ce pas, d'un animal malade. Et il faut le dire, l'animal qui a le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo ne développe pas de signes. Les vétérinaires l'examinent, il n'y a pas de signes qui montrent que cet animal est malade. Mais si cet animal est malade, il y a les tiques, n'est-ce pas, qui peuvent être en contact avec l'animal et sucer le sang. Et ces tiques, en suçant le sang, vont prendre le virus. Et s'ils quittent l'animal pour venir aussi piquer l'homme, ils peuvent transmettre le virus à l'homme. Ça, c'est une manière de transmission de la maladie. Mais aussi, une autre manière de transmettre la maladie, c'est que c'est le contact direct, n'est-ce pas, des fluides ou des liquides biologiques d'un animal malade avec une personne qui n'a pas pris les précautions. Ou bien aussi, ça peut être une transmission interhumaine. Un homme malade ou une femme malade qui présente des saignements ou bien qui vomit, et qu'une autre personne soit en contact avec ces liquides biologiques. Ça aussi, c'est une mode de transmission de la maladie. Et je rappelle que cette maladie, dans ses manifestations cliniques, ressemble à beaucoup d'autres maladies. Et qu'on sait qu'il y a une période de prédilection de ces maladies, c'est la période hivernale. Aujourd'hui, on est dans cette période hivernale. Mais aussi, il y a un autre facteur qui s'ajoute, c'est les facteurs d'inondation. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, les facteurs, en tout cas, sont multipliés. Et au fait, aussi, il y a ce qu'on appelle des professions qui exposent, n'est-ce pas, à la maladie. C'est essentiellement ceux qui travaillent avec les animaux, c'est les vétérinaires, mais aussi ceux qui élèvent les animaux ou bien ceux qui travaillent dans les abattoirs. Donc, c'est des professions exposées où les dames au foyer qui sont en contact étroit avec les animaux. Ça aussi, ça expose, n'est-ce pas, à la maladie. Le premier symptôme, c'est de la fièvre. Vous voyez que la fièvre peut être présente dans plusieurs maladies. Mais à côté de la fièvre, il y a d'autres signes, tels que les maux de tête, ou bien des douleurs articulaires, ou des douleurs musculaires. Même on peut avoir la fatigue généralisée ou une fatigue intense. Ça fait partie des premiers signes.
Et devant ces signes, on ne peut pas faire la différence avec les autres maladies. Il n'y a que le laboratoire qui permet de faire la différence. C'est pour cela que devant ces signes-là, s'il y a le test de diagnostic rapide du paludisme est négatif, on penche vers ces maladies et on fait le prélèvement, on envoie au laboratoire. Et c'est le laboratoire qui nous permet de dire et de faire la confirmation de cette maladie. Mais à côté de ces signes, qu'on dit des signes généraux, qui ne sont pas caractéristiques, la maladie peut évoluer vers des formes graves. Et là aussi, c'est le lieu de le dire, en cas de suspicion de fièvre hémorragique virale, on ne doit pas donner d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, parce que si on donne des anti-inflammatoires, ça va accélérer l'évolution vers les formes hémorragiques. Et quand on dit formes hémorragiques, c'est les gens qui vont pisser du sang, ou bien qui vont avoir de la diarrhée, cette diarrhée associée à la présence de sang dans les selles, mais aussi qui peuvent vomir du sang, ou bien un écoulement du sang par le nez, qu'on appelle épistaxis. Et même des fois, on peut voir, n'est-ce pas, du sang à travers les yeux. Donc ça, c'est la forme vraiment la plus grave, c'est la forme hémorragique. Mais comme on l'a dit, on a un système de surveillance qui nous permet souvent de ne pas arriver à ce stade et de diagnostiquer la maladie de façon très précoce. C'est heureux parce que le système est très bien organisé. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est au niveau de la région de Saint-Louis, dans le département de Podor. La réponse s'organise autour du gouverneur. Parce que je vous ai parlé que c'est une maladie, c'est une zoonose. C'est une maladie qui concerne plusieurs secteurs. Il y a la santé humaine qui intervient, il y a la santé animale qui intervient, mais aussi il y a la santé environnementale avec les eaux et forêts qui interviennent. Donc aujourd'hui, autour du gouverneur, au niveau de la région de Saint-Louis, la réponse est en train d'être organisée, ce qui a fait qu'on a pu pousser l'investigation en profondeur, ce qui a permis d'avoir les deuxièmes cas, mais aussi de suivre ce qu'on appelle les cas contacts. Parce que comme je l'ai dit, la manière de transmettre la maladie, vous le voyez, c'est les contacts directs. Donc il faut suivre les gens qui étaient en contact avec ceux qui sont malades, mais aussi dire à la population de se présenter dans les structures de soins s'ils, en tout cas, sentent ces manifestations qu'on vient de décrire. Ça aussi, c'est important qu'on puisse avoir un recours précoce et si c'est confirmé, qu'on puisse isoler rapidement le malade. Mais aussi, dans la riposte, il y a la lutte contre les vecteurs, notamment les tiques, n'est-ce pas, par l'utilisation des insecticides pour tuer, en tout cas, les tiques, parce que c'est les vecteurs qui les transmettent. Mais aussi, c'est de sensibiliser les professions qui exposent. Aujourd'hui, la sensibilisation doit être de mise avec le secteur de l'élevage, mais aussi la sensibilisation doit être de mise avec les éleveurs, avec ceux qui sont en contact avec les animaux, mais aussi sensibiliser, n'est-ce pas, au niveau des domiciles, avec la communauté, que les gens puissent limiter le contact entre les animaux et les hommes. Qu'au niveau des maisons, qu'il y ait des enclos pour les animaux et que, n'est-ce pas, les espaces entre les humains et les animaux ne puissent pas être des espaces partagés, mais quand même des espaces séparés pour, n'est-ce pas, éviter la contamination par les tiques, ou des fois, certaines professions, on préconise ce qu'on appelle d'utiliser les équipements de protection individuelle. Ceux qui travaillent au niveau des abattoirs, qu'ils puissent porter des gants qui les protègent quand ils manipulent, n'est-ce pas, les carcasses des animaux, qu'ils puissent porter des bottes qui les couvrent, mais aussi qu'ils puissent porter des surblouses et des lunettes pour se protéger des éclaboussures des animaux.